Salut Isa, t'as pas faim toi ? Bah si, mais qu'est-ce qu'on fout ? C'est l'heure de manger. Qu'est-ce qu'on fout ? Alors qu'est-ce qu'on va fouder avec vous aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui, il y aura que de la gourmandise bien évidemment, avec un restaurant associatif, une centrifugeuse qui va centrifuger les pommes, une Philadelphia qui se balade dans un food truck. Il y aura aussi du rosé parce que quoi qu'on en dise, c'est quand même bientôt l'été. On aura 2 invités de choc, 2 charmantes demoiselles pleines de talent qu'on a envie de suivre. On aura aussi des circuits de course pour faire l'apéro. Enfin, il va y avoir beaucoup de choses. Beaucoup de choses pour fooder et une émission 100% filles aujourd'hui. Alors, on voulait vous parler, en direct de la table, on voulait vous parler de restaurant manger. Alors, le restaurant manger, un gros coup de cœur pour celui-ci. Et pourquoi ? C'est un restaurant associatif, en fait, qui met à l'honneur les gens, la réinsertion. Donc, on se dit que quand on va au restaurant, voilà, c'est un côté un peu, on profite de la table, etc. Mais derrière ça, on a envie de se dire que on participe aussi à un effort et à une association. Donc l'idée de ça, c'est un restaurant qui se situe rue Keller à Paris. Mais est-ce qu'on y mange bien ? Parce qu'un restaurant associatif, d'accord, mais est-ce que c'est bon ? On y mange bien. Alors en fait, à sa tête, c'est Thierry Monassier, qui est le directeur de l'association Toc et Partage, qui a eu cette bonne idée de pouvoir mettre en avant à la fois le côté associatif et la restauration. Donc il faut savoir en fait que le soir, il y a un menu des chefs où 10% de l'addition est reversé à l'association, ce qui permet de réembaucher du monde derrière dans les cuisines et dans la salle. Et le menu en fait des chefs qui est proposé le soir, c'est un menu à plusieurs mains, donc il y a plusieurs chefs qui participent à différents plats. Et c'est donc, associatif dans tous les sens du terme. Exactement. Et derrière les fourneaux et derrière les cuisines, il y a le chef qui s'appelle William Pradelex, et c'est lui en fait qui nous concocte des bons petits plats. Alors qu'est-ce qu'il y a justement comme bon qu'est-ce qu'il y a ? J'ai justement ramené le menu pour vous présenter ça. Alors, on a du ceviche de poulpe, on a de la dorade, du tartare de dorade, pardon. On a du gazpacho de maigre. On a également des. C'est pas trop cher, hein. C'est pas trop cher. Le menu au déjeuner à 18 €. Exactement. C'est pas le menu, c'est la belle pièce. La belle pièce, c'est la belle pièce. Alors justement, on parlait de ça, c'est le semainier et toute l'idée de William et de sa cuisine, c'est de pouvoir apporter différentes touches du monde entier dans l'assiette, et chaque semaine, enfin chaque jour en tout cas, il y a une pièce particulière. Donc le mardi, ça va être autour du tout ce qui est grillé, qui est snacké. Le mercredi, ça va être autour de la rôtisserie. Le jeudi, toute l'inspiration asiatique. Après, le vendredi, on est plus autour des plats qui sont mijotés. Et le samedi, c'est tout ce qu'on aime, des pâtes, des bagels, des burgers, voilà. Et après, il y a une carte aussi qui évolue et qui est différente le soir. Donc, c'est vraiment une approche à la fois par le plaisir de l'assiette, le plaisir des saveurs, et puis le plaisir de participer à une association et de pouvoir réinsérer les gens par la cuisine. C'est 11 rue Keller, c'est ça ? Non, c'est 24 rue Keller dans le 11e. Et donc, du coup, ça fait partie des coups de cœur de la semaine. Super. Deuxième coup de cœur pour un restaurant, cette fois plus burger. Oui, plus burger. Et en province. Et en province. Et pourquoi on a voulu vous parler de ce restaurant-là ? C'est justement parce qu'il se situe en province et qu'il n'y a pas qu'à Paris où on peut bien manger. Il y a également à Bordeaux. Alors, ma petite souris m'a dit qu'il y avait des bons burgers là-bas. On n'a pas eu l'occasion de les goûter encore, mais on voulait vous en parler pour voir. D'ailleurs, si vous avez l'occasion d'aller les déguster et ensuite de nous donner votre feedback, franchement, ça serait sympa. N'hésitez pas, surtout qu'il y a le hashtag de l'émission Qu'est-ce qu'on food qui permet aussi de nous poser des questions en direct si vous le souhaitez. Et donc, le Hyper Burger, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est un restaurant
autour des burgers, comme son nom l'indique, qui est basé à Bordeaux, qui fait des burgers maison avec des produits qui sont sélectionnés de chez les producteurs locaux. Donc on a différents burgers. Alors chaque client en fait peut customiser son burger en choisissant une base à laquelle il peut ajouter les différents ingrédients, les différentes sauces. Et en plus de ça, il y a des burgers qui sont présentés chaque semaine. Donc, il y a les burgers éphémères. Il y a plusieurs sortes de viande aussi, ou c'est seulement sur les produits qu'on peut en rajouter Non, c'est une base. C'est juste la même viande. En revanche, on peut travailler les accompagnements, on peut travailler la sauce. Et en plus de ça, on peut également choisir typiquement le spécial burger. Alors, il peut y avoir le burger comme le GD, le Jack Daniel's Burger, où là, c'est une sauce avec le whisky Jack Daniel's qui est préparé. Ce qui est intéressant également, c'est que ce sont du coup 3 jeunes. Alors on parle d'Aurélien, de Gaëtan et de leur master burger qui s'appelle Manolo, qui lui est derrière les fourneaux et qui du coup nous concocte tout ça à Bordeaux. C'est une salle située sur 2 étages, elle fait à peu près 150 mètres carrés et c'est ouvert tous les jours de 12h à 23h et ça se situe au 7 rue Judaïque à Bordeaux. Voilà, donc ceux qui ont l'occasion d'aller visiter et de surtout goûter les burgers, n'hésitez pas à nous faire signe. Alors, il me semble maintenant qu'il est temps de s'intéresser à nos invités. Et particulièrement à Fabienne. Bonjour Fabienne. Bonjour. Alors Fabienne, on a voulu, dans cette émission 100% filles aujourd'hui, on a voulu voir avec toi, parce qu'on est particulièrement intéressé par tout ce qui est produit, ce qui se trouve dans nos placards, et justement c'est le titre de cette rubrique, qu'est-ce qu'on a dans nos placards. Donc on va parler un peu plus tard d'une centrifugeuse, des arts de la table, mais avant tout il nous faut parler du produit, et j'ai cru comprendre que tu étais un peu la spécialiste dans ce domaine. Alors oui, si on veut, j'ai en effet depuis quelques années orienté ma carrière dans la gastronomie. Et donc de fil en aiguille, je déniche des produits, des producteurs en France, à l'étranger. Et j'ai monté ma boîte donc l'année dernière qui s'appelle les producteurs de caractère et où l'on retrouve ces produits. Voilà. Alors comment tu sélectionnes justement ces producteurs ? Alors, pour la sélection, il n'y a pas vraiment une méthode. C'est un petit peu tous les jours, c'est beaucoup de curiosité, peu de préjugés. Et puis, alors parfois, on rencontre le produit en premier, d'autres le producteur. Alors, tu passes ton temps à fouiner partout comme ça pour essayer de... Ça peut être... ça peut aller d'une revue de contact aussi. Le bouche à oreille marche pas mal entre les producteurs. Un chef qui recommande un de ses fournisseurs, un consommateur, enfin tout simplement quelqu'un qui dit voilà, j'ai trouvé ça, allez voir, c'est super. Donc voilà, c'est un petit peu tout le temps. Et puis après, il y a la rencontre du produit, du producteur, la dégustation. Et puis c'est un tout. Ce qui m'intéresse, c'est à la fois que le produit soit bien fait dans une certaine éthique, une certaine démarche, où il y a un respect de l'environnement, un respect, on va dire, des matières premières et des animaux lorsqu'il y a un élevage, par exemple. Et puis le savoir-faire du producteur également. À savoir, l'idée, c'est de valoriser quand même l'artisanat, les savoir-faire traditionnels, qui peuvent être également revisités de temps en temps pour apporter un peu de nouveauté. Et donc voilà, c'est un petit peu l'idée. Et oui, pour le produit, j'ai oublié aussi quand même la partie gustative. C'est pas le tout, mais il faut qu'il soit bon. Ouais, quand même, tant qu'à voilà. faire. Alors, parce que c'est bien beau d'être écolo, d'être tout ce qu'on veut, mais si c'est dégueu, voilà. Alors justement, à propos de ça, on avait discuté en préparant l'émission. Tu as justement suivi des cours de dégustation, pour savoir comment déguster un produit, comment décupler tes papilles et reconnaître les bons produits par rapport aux autres. Oui, exactement, parce qu'en fait, ce qui est assez difficile, c'est qu'on a nos goûts perso, mais ce qu'il faut se dire, c'est
quelle est vraiment comment dire si un produit est bon ou pas de façon plus ou moins objective, enfin, le plus possible en tout cas. Et donc c'est vrai que j'ai eu quelques formations donc dans le cadre en fait du concours général agricole et c'était organisé par l'INAO, je crois. Et donc toute une partie où donc il y a toute la partie déjà observation du produit, on nous explique voilà, alors en fonction si c'est un miel, un foie gras, une huile d'olive, peu importe. Il y a tout un protocole déjà visuel, ensuite olfactif, un peu comme le vin au final. Et après la dégustation, voilà, sur le bout de ma langue, comme dirait Isabelle. Très bien passé. Merci voilà. N'hésitez pas à aller faire un tour. Et du coup, justement, ton idée, elle est venue d'où? Parce que on se réveille pas un jour en disant tiens, je vais proposer, je vais monter un site. En plus, j'ai cru comprendre. C'est un site marchand grand public, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, en fait, l'idée est venue petit à petit. À la base, j'ai fait une école de commerce, donc je fais un petit peu de tout, marketing, finance, sans trop savoir vraiment où j'allais. Et l'idée est partie d'abord en vraiment rigolant quand j'étais en année de césure à New York, et je m'étais dit, tiens, ce serait sympa quand même de retrouver une épicerie un petit peu table d'hôte avec vraiment des produits de ma région, en l'occurrence la Provence, voire étendue à la France, enfin, peu importe. Mais voilà, des produits authentiques de producteurs, il n'y avait pas trop... Et bon, c'était lancé, j'avais dit ça comme ça, mais sans réelle, pour l'instant, intention d'entreprendre. J'avais encore au moins 2 ans d'études devant moi. Et puis, de fil en aiguille, je me suis dit, bon, c'est bien beau, je finis mon stage de fin d'études, mais qu'est-ce que je vais faire? J'étais quand même en stage dans les photocopieurs, donc là, c'était plus possible. Et je me suis dit, bon, quelle est ta passion? La gastronomie. Donc déjà, ce sera dans ce secteur. Et puis en fait, Alain Ducasse avait organisé un marché avec ses meilleurs fournisseurs il y a maintenant 2-3 ans. Tout à fait. Et donc c'était uniquement dédié à la dégustation. Et donc j'y suis allée avec quand même une petite idée d'épicerie fine en tête. Et ce qui était assez marrant, c'est que beaucoup de personnes étaient là, mais où peut-on trouver vos produits? Alors certes, 1 ou 2 avaient une boutique avec pignon sur rue, mais d'autres étaient là, bah écoutez, nous on est des producteurs, on travaille avec des professionnels, mais bon, on n'a pas le temps de tout faire, de s'occuper de la commercialisation. Et donc je me suis dit, bon bah c'est quand même dingue, il y a des producteurs qui travaillent avec des grands chefs, comme Alain Ducasse, dont personne connaît le nom. Il y a peut-être encore quelque chose à faire sur ce terrain-là. Et donc j'en ai parlé directement à un des producteurs, l'accueil était plutôt favorable, et je me suis dit, bon allez, je vais faire ça petit à petit, commencer à rencontrer des producteurs, voir ce qu'il est possible de faire. Et donc... Et tu t'es lancée dans l'aventure? Je me suis lancée dans l'aventure progressivement. Après, on m'a dit, Fabienne, c'est bien beau, mais tu n'as jamais travaillé dans une épicerie fine. Il faudrait peut-être voir la réalité des choses. Et donc, du coup, j'ai travaillé un petit peu dans une boutique pendant 6 mois pour... voir comment ça se passait. Voir comment ça se passait, parce que c'est vrai que l'idée d'une boutique physique était aussi séduisante. Et donc voilà un petit peu comment j'en suis arrivée là. Et du coup, qu'est-ce que donc le site, c'est les producteurs de caractère, c'est ça? Voilà, c'est ça. D'accord. Et qu'est-ce qu'on y trouve alors? Alors, on y trouve... Qu'est-ce qu'on mange? Alors, en gros, on a de l'apéro jusqu'au dessert, en quelque sorte. Donc, ce sont des produits non frais, en quelque sorte. Donc, pas de problème de chaîne du froid et compagnie. Il y en a à peu près 200, 250, autour de 30 producteurs. Donc, on a une partie salée, avec des produits comme autour de l'assaisonnement, des huiles d'olive AOC de Provence, des différents types de vinaigre, des petites noix de cajou à la truffe, pas mal de produits à la truffe d'ailleurs, assez sympa. Tout ça. Ensuite, tout ce qui est autour, moi j'ai appelé ça la ferme, avec tout ce qui est foie gras, pâté, confit et compagnie. La mer avec de la boutargue, quelques rillettes qui viennent de l'île de Groix. Ensuite, on a tout ce qui est sucrerie, enfin, côté sucré, des confitures artisanales, des miels de Provence, des biscuits sans gluten, des pâtes à tartiner sans huile de palme, enfin, pas mal de petites choses. Ah oui, donc du coup, on fait vraiment attention à la fois à la sélection du produit et aux restrictions, aux contraintes alimentaires de certaines personnes. Oui, j'essaie,
la liste des ingrédients est assez importante dans la mesure du possible. J'essaie vraiment d'avoir le plus de produits naturels, le moins de produits chimiques. Et puis, si possible, avoir développé petit à petit quelques produits sympas sans gluten, un peu gourmets. Voilà, parce que ça... Et du coup, si on veut commander ces produits, on se rend sur le site, on commande et on les reçoit sous combien de temps à peu près ? En fait, moi, on stocke tout, donc la commande est passée. Si c'est avant 11h, elle part le jour même, sinon le lendemain en général. Donc c'est en 2-3 jours. D'accord, très bien. Donc super, du coup, rapidité en plus. Exactement. Du coup, de quoi se préparer un festin pour le week-end si on commande le vendredi typiquement. C'est pas les vendredis. Pour le week-end suivant. Oui, c'est vrai. Effectivement, il faut préparer un peu à l'avance. Chronopost, non, mais bon, vu le coût d'un chronopost. Bien sûr. Ouais. Okay. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Fabienne. Donc les producteurs de caractère.com et bonne continuation, bonne chance et puis on espère se retrouver rapidement dans l'émission. À très vite, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Alors maintenant qu'on a découvert de bons produits, on va parler art de la table. On va parler art de la table. Alors je crois que tu as une petite chose, enfin un peu gros, qui fait du bruit en plus à nous présenter aujourd'hui. Oui, parce qu'on a parlé du produit, mais maintenant le produit, il faut le travailler. Eh oui. Et alors Mathilde est venue aujourd'hui dans son cabane Mary Poppins avec ses plus belles pommes qu'elle a ensuite découpées et qu'elle va maintenant centrifuger pour nous faire du jus, parce qu'on a un peu soif à force de parler, donc voilà, il est temps de passer à l'action. Donc nous sommes chez Moulinex. C'est ça, exactement. C'est l'infini presse révolution. On est comme ça. On aime la révolution. On ne fait pas les choses à moitié. Donc, exactement, on y va jusqu'au bout. Voilà, hop, c'est parti. Alors, cette infini presse, d'ailleurs, déjà pourquoi infini ? Pour la simple et bonne raison que c'est une vis sans fin qui du coup permet de presser les jus et de pouvoir extraire le meilleur du jus et l'ensemble de leurs vitamines. Alors, il y a deux types de réceptacles ici. Donc, il y a celui-ci qui est plus pour la partie jus et celui-ci qui est plus pour la partie smoothie, ce qui permet du coup d'extraire, d'avoir une texture différente. Alors, c'est... Démonstration. Hop. On remet ça bien et voilà. Après, donc on prend ces petites pommes. C'est vachement impressionnant, ça fait un peu vaisseau spatial. C'est ça fait très soucoupe volante. Ouais. On appuie ici. Alors là c'est parti, attention. Et là c'est parti. Ah, il y a du jus. Donc voilà, nous sommes en train de fabriquer en live du jus de pomme. Alors c'est marrant parce qu'on voit que là d'un côté il y a le jus qui ressort et de l'autre il y a la pomme pressée. Donc on peut en faire, je sais pas, de la compote ensuite. Mais ça coule. Alors c'est surtout en fait les résidus de pommes qui sont éjectés pour pouvoir bien séparer entre le jus et le produit. Hop, et ben voilà. Elle a faim la machine, elle mange. Wow. Et voilà, hop. Alors en fait tout l'intérêt de ce produit, c'est à la fois donc du coup on extrait ce qui va pas être dans le jus, donc c'est de pouvoir extraire vraiment un maximum de jus et de pouvoir regarder les vitamines ensuite. En fait, je crois que c'est ça conserve, ça préserve le fruit. Complètement. Voilà. Alors l'idée donc on a du vrai jus de pomme, mais complètement pur, c'est ça. Et du coup l'idée d'avoir les 3 goulottes, c'est aussi de pouvoir mettre 3 types de légumes ou de fruits. Et donc du coup on peut avec des pommes mettre des fraises par exemple, faire un pomme fraise. On peut également travailler sur toute la partie légumes, donc pourquoi pas un jus de betterave, pourquoi pas un jus de carotte, fraise. Voilà. Pommes, carottes, gingembre aussi, le jus du matin. Voilà, donc c'est la petite révolution chez Moulinex. Et ça coûte 250 €. C'est un petit investissement, mais pour les jus vitaminés du matin, c'est un bonheur. Ouais. Voilà pour la partie les ustensiles indispensables à avoir dans ses placards. Donc celui-là était électrique, mais on en a un autre qui est... moins électrique. Il s'agit de ces petites choses. Là, on part sur un autre registre, on part sur l'apéro.
Donc l'apéro, comme vous voyez, ensuite on va déguster du rosé. Et donc quand on a sa petite bouteille, grande ici, et qu'on veut, pourquoi pas, présenter de manière originale ces petites bouchées. Avec modération, l'apéro, bien sûr. Évidemment. Et ben voilà, super sympa. Petite collerette pour la bouteille. Par ici, hop, pour voir un peu comment ça fonctionne. Et ça, c'est que du bonheur sur la table. Ça fait son petit effet. Ouais, c'est mignon comme tout. Ça permet d'attraper les petites tomates autour de sa bouteille. Voilà, c'est rigolo. Donc ça coûte 18 €. Euros, exactement. Il existe aussi des modèles plus grands si vous voulez, si vous êtes gros gourmand, vous voulez mettre plein de choses. Donc ça, c'est le premier petit ustensile rigolo qu'on met sur la bouteille. À côté de ça, on a un circuit automobile, carrément. Et ça, les enfants vont adorer. Ça va occuper les gamins à l'apéro. C'est ça. C'est quand même assez chouette. Va donc préparer l'apéro, mon chéri. Hop, installe le circuit. Et donc, alors c'est la faïence, porcelaine. Ah, pour moi. Donc ça casse quand même. Faut être un petit peu. Alors c'est PA Design qui fait ça, pa-design.com, et donc du coup il y a aussi pour les Parisiens d'entre vous, il y a une boutique qui se situe à Paris. Regardez. Et alors il faut savoir que on peut jouer avec son apéro. On peut jouer avec son apéro. De poser les bouchées en fait le long du circuit. Donc là on a des tomates, mais quoi que vous ayez, des petits morceaux de fromage, des sushis, un petit morceau de jambon. Voilà, donc c'est rigolo, ça permet de donner un peu de style à son apéro et de jouer aux petites voitures avec les tomates. Alors, la course. Exactement. La course de tomates. On peut compléter en fait ce set. Donc c'est vendu par 4 pour toute la partie arrondie. Donc si on en achète 2 x 4, ça en fait 8 et on peut vraiment faire un grand circuit de voitures. Il faut avoir une grande table après. Il faut avoir une grande table. Donc c'est pour les grands enfants en fait. Exactement. Donc c'est 45 € les ronds en par 4 et sur les deux les 2 rectangles, hein, voilà, on va dire ça comme ça. Le prix, tu aurais le prix, Isabelle, 20 €, voilà, pour pouvoir jouer aux petites voitures et à la course de tomates et la tomate apéritif, très prisée chez les Parisiens. D'ailleurs, je ne sais pas si tu savais ça, mais que le Parisien kiffe la tomate cerise. C'est parce qu'il peut la faire pousser sur son balcon. On peut pas faire pousser grand chose à Paris, mais les tomates cerises, on y arrive sur le balcon. C'est avec ça. Le temps qu'on a. Enfin bref. Voilà. Bon, maintenant qu'on a fait mumuse avec l'apéro, on va lire. Passons aux choses un peu sérieuses, aux saines lectures. Exactement, sérieuse, on va quand même s'amuser. Alors on a plusieurs choses pour vous aujourd'hui, mais d'ailleurs je crois que Isabelle, tu as quand même déjà quelque chose que tu veux nous montrer, parce qu'on vient de parler de tomates, alors je pense qu'en plus on est sur le sujet. Alors, moi j'ai trouvé 2 bouquins qui ont été faits par un chef à Paris qui s'appelle Pierre-Olivier Lenormand. Et Pierre-Olivier a un restaurant dans le 15e qui s'appelle le Casse-Noix, où on mange très très bien. On en ressort rarement en ayant faim. Donc voilà, c'est très généreux, très gourmand. Et Pierre-Olivier, qu'on voit dessiner d'ailleurs ici même, son petit dessin, a fait des livres pour enfants. Et moi qui n'ai pas d'enfant et pas l'intention d'en avoir d'ici quelques années, j'ai quand même trouvé ces bouquins très 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 bien faits et je les utilise parce que c'est très futé. En fait, les illustrations sont vraiment claires. Toutes les pages sont plastifiées, ce qui fait que quand on cuisine en mettant un peu partout, le livre est pas fichu et ça c'est quand même sympa. Il suffit de prendre une éponge et de nettoyer derrière. Les recettes sont très bien expliquées. Très bien. C'est très visuel et c'est très visuel. Donc même moi qui suis un peu gogol, j'y arrive assez bien. Et ce qui est génial, c'est qu'en plus on a la liste des ustensiles et qu'on est sûr de pas manquer de quelque chose. Le dessin. Alors la dernière fois, qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà. Si j'ai fait le gâteau au yaourt. C'est quoi un gâteau au yaourt ? On n'a jamais de bonne recette de gâteau au yaourt. Et alors, j'en ai une très bonne, je te l'enverrai d'ailleurs. Donc vous avez tous les ingrédients qui sont dessinés, les ustensiles, et je trouve ça très chouette d'avoir les coupes en fait comme ça de côté qui permettent de voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la casserole, de la poêle, du four, du machin. Du coup, ça permet vraiment aux enfants de s'approprier aussi la cuisine. Tout à fait. Donc c'est aussi bien pour les grands que pour les petits, c'est un peu le même principe que l'apéro. C'est à offrir aux enfants qui commencent à s'intéresser. Ça coûte 5,50 €, c'est aux éditions Milan, et donc c'est fait par le chef Pierre-Olivier Lenormand du restaurant Le Casse-Noix à Paris dans le 15e. Et alors justement, en parlant de gâteaux, nous on a trouvé côté la Maison Marabout en fait qui vient de sortir les recettes cultes du rayon pour le goûter. Alors, on a tout chez soi, forcément. On va enlever là. Hop, l'apéro disparaît pour laisser place au dessert. Alors,
vous avez tous, on a tous dans ces placards de la levure chimique, on a tous du lait, on a tous de la farine. Et justement, comment est-ce qu'on transforme ces ingrédients des placards en gâteaux? Et c'est ce qu'a voulu Marabout par ce livre. Donc du coup, les recettes cultes du rayon et la partie goûter. C'est écrit par Jenny Carenso. Et en fait, là, ça permet typiquement de réaliser des petits beurres. En fait. Donc c'est tous les classiques. Donc comment est-ce que dans sa maison, avec ce qu'on a dans ces placards, on peut réaliser différents produits? Donc là, il suffit d'avoir du beurre, de la farine, de la levure chimique, des œufs, un peu de sel, et on peut réaliser des palais bretons. On peut également faire ici des cookies au flocon d'avoine avec quelques ingrédients qu'on peut trouver dans ces placards. Donc c'est un livre très ludique Joli en plus. qui est joli, qui est bien fait et qui va permettre aussi de réaliser beaucoup de choses. Donc c'est aux éditions Marabout à 12,50 €. Et pour terminer sur cette sélection de la semaine, comme il y en a certains d'entre vous, j'espère, qui vont partir en vacances, où aller manger en vacances? Telle est la question du jour. Eh bien, Goemio a enfin sorti son guide. Son guide des 500 restaurants indispensables dans toute la France. Et surtout, pourquoi est-ce qu'on doit y aller? Et donc, du coup, à l'intérieur de ce guide, on retrouve une sélection par ville des différents restaurants. Je vais à Lyon ce soir. Tu vas à Lyon ce soir? Alors attends, je vais te dire. Trouve-moi mon restaurant de ce soir. Donc Lyon, donc surtout en plus dans les grandes villes, c'est par arrondissement. Donc Lyon. Je vois, il y a une petite phrase qui dit un jeune chef à visiter dans un bistrot épuré ou Palais Grillé, moi, tous entendu parler. Je pourrais peut-être aller au Palais Grillé pour en parler la semaine prochaine. Écoute, un bistrot gourmand au talent détonnant, je pense que ça peut être une bonne adresse. Le chef est charmant en plus. Le chef est charmant. Voilà, donc c'est très important ça quand même. Important. C'est ça, la gente féminine adore. Du coup, donc toutes les adresses des restaurants indispensables. On trouve en kiosque. On trouve en kiosque, 9,50 € par le Goemio. Écoutez, quand on aura fait les 500 restaurants, on vous tiendra au courant. Voilà pour la partie en direct des placards, en direct des étagères et en direct des fourneaux. On se retrouve dans un instant et là pour prendre un peu d'informations concernant boisson. Le glouglou. Voilà. On commence à avoir besoin de boire. On se retrouve très vite, merci. Hey, nous voilà de retour dans Qu'est-ce qu'on food? Et il est grand temps de glouglouter. Gloutons. On va glouglouter. Avec modération. Avec modération, toujours. Enfin, pour Mathilde. Donc c'est parti. Nous sommes aujourd'hui sur un rosé, le Quintard rosé, que nous allons donc déguster. Allez, amène ton verre. Hop. Alors raconte-nous un peu ça. Alors, on est sur un rosé déjà avec une couleur un peu différente de ce dont on a l'habitude. Il est un peu rose bonbon. Oui, très d'ailleurs. Très rose bonbon. Donc très c'est girly du coup. Un rosé gourmand qui est en fait vinifié dans la région de Cognac.
Voilà, c'est à la base un producteur de cognac qui fait ça, qui s'appelle Thomas Quintard, qui fait du très bon cognac du Frolet. Et puis ils ont décidé de diversifier, ils faisaient déjà un peu de vin, voilà, donc ils ont fait du blanc et du rosé. Et sur ce rosé estival, très girly, on peut le dire, c'est marrant de savoir que derrière il y a 2 garçons. On est donc sur un vin qui est 100% merlot, voilà, qui a vraiment une couleur bonbon, assez fraise tagada, et en fait en bouche ça va être la même, quoi. Fraise tagada, on va boire de la fraise tagada, ouais, c'est ça? C'est un peu ça. D'accord, allons-y. Donc on est très fruits rouges, c'est vachement gourmand. Et en bouche... On est très gourmand. C'est très gourmand. Ça fait très bonbon acidulé, en fait. Ouais, complètement. Donc il y a de la fraîcheur, mais il y a quand même de la puissance. Hein, c'est un bon rosé, quoi. C'est un bon rosé qui se Alors laisse avec pas ça, passer. on se dit qu'est-ce qu'on mange? Oui, excellente idée, Isabelle. Ah ben on va manger des trucs un peu épicés, je pense, du genre des barbecues. Ça peut être des viandes un peu marinées, du poulet, du bœuf, etc. Qu'on va cuire ensuite à la plancha. Ça peut être, pourquoi pas aussi, de la cuisine asiatique, avec quelques épices, etc. Ou tout simplement l'apéro, hein. Ou un bon cajun de poulet, c'est pas mal, ça, Bah c'est un peu épicé, c'est bien. Carrément, un cajun de poulet, allons-y. Tu veux nous parler un peu peut-être de la forme de la bouteille, parce qu'elle est particulière. Alors la bouteille est effectivement très originale dans sa forme. Ça permet de la reconnaître, hein. Clairement, vous la raterez pas dans les étals. Justement, on le trouve en grande distribution. On le trouve dans les intermarchés. Plutôt dans la région de Cognac, évidemment. Si vous êtes à Paris, vous pouvez le trouver au restaurant Mémère Paulette. Et puis sinon, tout simplement, vous adressez directement à Thomas Quintard du domaine du Frolet. Ils vous en vendront avec grand plaisir. C'est pas cher en plus, c'est 2,90 la bouteille. Et ça existe aussi en bib. Et en bib, c'est à 8 € le bib. Donc voilà, ça va être votre vin de l'été. L'essayer, c'est l'adopter. Et donc du coup, on attend le soleil maintenant. On attend le soleil, oui, c'est mal gagné. Bref, donc nous enchaînons avec le deuxième soleil féminin de la journée. De cette journée. Nous sommes donc avec Sarah Lacroix de monvigneron.com. Bonjour Sarah. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, merci, et toi Isabelle? Très bien, très bien. Alors, toi qui es pour le coup dans le sud, tu es... c'est ça, il fait beau chez moi. Ouais, voilà, c'est ça. D'ailleurs, si tu peux nous en envoyer un peu, parce que là, à Paris, c'est juste la catastrophe aujourd'hui. Ah, il paraît, j'en suis navrée pour vous. Hein, oui, c'est ça, t'as l'air. Alors, raconte-nous un petit peu, déjà, qu'est-ce que c'est Monvigneron? Alors, monvigneron.com, c'est la seule place de marché qui est dédiée à l'univers du vin et de l'œnotourisme partout en France. Et en fait, on permet aux internautes de commander en ligne directement auprès des domaines tout l'univers du vin. L'univers du vin, c'est quoi? C'est des bouteilles de vin, bien entendu, des coffrets cadeaux vin, mais c'est aussi tout ce qui concerne ce qu'on appelle l'œnotourisme, donc le tourisme autour du vin. Ça va être des visites de chais, des leçons de dégustation, des cours d'œnologie. Et voilà, donc on met tout ça à disposition. En fait, on met en relation les vignerons qui proposent ces activités et ces vins aux internautes qui, eux, sont à la recherche, on va dire, de produits peut-être un peu plus authentiques ou en tout cas d'une histoire aussi derrière le produit et pas seulement un prix ou je sais pas, voilà, enfin une médaille. Enfin, on affiche beaucoup les médailles sur le site, mais ce qui est important, c'est l'histoire. Ouais. Voilà, enfin. Et on est aussi, Monvigneron, le seul site de vente en ligne de vin avec les frais de port gratuits partout en France, sans minimum de commandes. On insiste beaucoup là-dessus parce qu'on s'est beaucoup battu avec le modèle économique pour pouvoir proposer ça aux internautes pour justement qu'il n'y ait pas de frein en fait à la découverte de vin ou d'activités œnologiques, mais voilà, en tout cas qu'il n'y ait pas le frein du e-commerce et qu'ils aient accès aux produits directement. C'est vrai que commander 4 bouteilles, en avoir pour 30 € et puis se récupérer ensuite derrière la moitié, enfin même ce prix-là de frais de port, c'est un peu rageant, donc c'est chouette d'avoir les frais de port gratuits. Oui, d'autant que nous, les bouteilles qu'on propose, c'est pas des grands crus de Bordeaux qui sont déjà très largement présents sur Internet, donc il y avait absolument pas de besoin là-dessus. Mon vigneron justement, comment vous sélectionnez les vignerons?
Alors, il y a pas de, à la base, il n'y a pas de sélection. En fait, on a une philosophie où on accueille tout le monde, mais ensuite, c'est par le sérieux, on va dire, du vigneron et dans le traitement des commandes, dans la mise à disposition aussi des informations sur ces produits qu'on va faire la sélection. Mais à la base, on accueille tout le monde. Et si on voit en effet que le vigneron n'a par exemple pas des cartons adaptés au transport, c'est compliqué et c'est très décevant pour le client de recevoir des bouteilles cassées. Donc on va lui apporter des solutions et si on voit que ça ne fonctionne pas, on arrête la collaboration. Donc c'est vraiment l'expérience et la collaboration qui décide finalement de notre partenariat avec un vigneron ou pas. Et également, si on a un mauvais retour client, ce qui nous est encore jamais arrivé, mais ça peut arriver, on en parlera avec le vigneron et on prendra les mesures adéquates. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir une plateforme ouverte à tous, pas seulement aux domaines qui ont de l'argent pour avoir des sites e-commerce de vin, pour déstocker ou proposer des réductions massives sur leur vin. C'est vraiment d'avoir un canal de distribution permanente et du coup, pour l'internaute, d'avoir accès en permanence à des références qu'il ne trouvera pas forcément dans son hypermarché ou caviste du coin, ni même sur les sites traditionnels. Donc on a une offre complémentaire, je dirais, sur des produits plus atypiques ou plus confidentiels. Et justement, comment est-ce que vous accompagnez les gens qui s'y connaissent pas forcément en vin dans leur choix de leur bouteille? Est-ce qu'il y a une histoire derrière? Est-ce que en fonction de ce qu'ils ont envie de manger, de la corbeille vin qu'ils veulent faire, parce que le choix de vin quand on s'y connaît pas et du coup peut faire peur, ouais. Donc c'est pas facile. Mais c'est la difficulté du e-commerce vin, enfin, mis à part la logistique, les coûts de transport, c'est pourquoi j'achèterais un vin sur Internet que je n'ai jamais dégusté. Donc, il faut vraiment apporter le maximum d'informations avant vente. Alors, pour ça, effectivement, on a des accords mets et ventes, puisqu'on sait très bien que les gens, c'est souvent comme ça qu'ils raisonnent. J'ai un gigot Pascal, avec quoi je peux le boire, enfin, voilà. Mais on a mis à disposition aussi, par exemple, un outil de chat en ligne, qu'on appelle un peu notre caviste en ligne. Donc, c'est comme si on était chez un caviste, on va demander conseil. Voilà, je cherche un vin rouge de Bordeaux ou de Blaye à moins de 10 €. Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller? Ou voilà. Donc les gens, les internautes nous sollicitent régulièrement sur le chat en ligne pour avoir plus de renseignements. Et bien entendu, on essaie de proposer les fiches produits les plus complètes possibles, que ce soit avec les arômes, les caractères, les médailles, les notes dans les guides aussi. Enfin voilà, le plus d'informations possibles pour que l'internaute il puisse faire son choix, puisque quand on est dans le digital, c'est pas évident. Ouais. Et alors, donc le no-tourisme, ça se développe pas mal ces dernières années. Toi, tu as décidé d'avoir un site vraiment qui le met en valeur. Pourquoi? Comment? C'est quoi déjà le no-tourisme? Enfin, explique un petit peu. C'est une bonne question. En fait, pour moi, c'est vraiment directement lié au vin et à la culture du vin. Et c'est aussi, ça fait écho à mon histoire personnelle, parce que moi, à la base, je viens pas du vin. À la base, même pas du web. J'ai fait des études plutôt sur tout ce qui était management culturel. Et donc, musique, art du spectacle, ce genre de choses. Et pour moi, le vin en fait partie. Et je fais un lien avec ta question, Isabelle. C'est que, je viens du Val-de-Loire. J'habitais en Bourgogne, j'habitais à Bordeaux. Aujourd'hui, j'habite en Provence. Et pour moi, boire du vin, c'est pas ouvrir une bouteille d'alcool. C'est aussi se rendre sur place, essayer de comprendre sur quel sol ça a grandi. Alors, sans rentrer dans des technicités ultra complexes, au fur et à mesure des dégustations, on arrive en effet à comprendre qu'un vin du sud ne peut pas traduire les mêmes choses qu'un vin de Bourgogne, ou parce que y a l'ensoleillement, le terroir qui fait ça. Donc, et l'histoire, on en revient. Je sais que combien de fois je suis allée frapper à la porte du vigneron en Bourgogne ou même en Provence. Et là, on a tout de suite quelqu'un qui nous accueille, qui nous fait visiter les chais, qui nous raconte des histoires qui sont souvent familiales sur plusieurs générations, qui nous expliquent pourquoi ils sont dans le vin, pourquoi ils continuent des fois malgré les difficultés, parce que il y en a pour qui, c'est forcément moins évident d'avoir la visibilité que des grands châteaux ou sur des appellations très très réputées. Donc c'est vraiment, je le répète, c'est l'histoire derrière le vin et le no-tourisme. C'est pas que pour les amateurs de vin, on y voit beaucoup de familles. Il y a de plus en plus d'activités qui sont proposées pour les enfants. Alors ça peut surprendre peut-être, mais oui, il y a des petits guides d'activités en Bourgogne et en Vallée du Rhône notamment. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des enfants, justement? C'était ma question d'ailleurs. Alors,
Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on peut déjà leur apprendre tout bêtement, c'est quoi une grappe de raisin, un cépage? Bêtement, des questions d'agriculture basique, mais comment ça pousse? Qu'est-ce que je dois faire contre les champignons qui vont abîmer mon raisin? Et ça va avoir quoi comme conséquence? C'est un peu comme une plante ou une fleur qui grandit. Donc ça, c'est des choses qui les passionnent énormément. Et puis ils peuvent mettre vraiment la main dans la terre, donc ça les amuse beaucoup. Ensuite, il y a des choses, on va dire plus, extérieures. On va leur proposer des ateliers exceptionnellement, par exemple atelier clown lors du pique-nique des vignerons indépendants qui est chaque année le week-end de la Pentecôte. C'est un grand événement et qui est purement familial. Donc si je caricature une famille type, alors c'est de la caricature bien entendu, mais le père va être amateur de vin, la mère elle va s'intéresser peut-être à la propriété en elle-même, si c'est un chai, un mât, ce genre de choses, et puis l'histoire vraiment c'est la famille qui produit, et l'enfant lui ce qui va l'amuser ça va être l'atelier de cirque, de clown, je sais pas, un film, un concert qu'on va leur proposer. Donc c'est pas directement lié, mais au moins toute la famille trouve un intérêt et se plaît lors d'un après-midi au vignoble. Et les Américains là l'ont bien compris déjà. Sur Mon Vigneron, en fait tu répertories toutes les offres no touristiques. Exactement. Et donc les gens peuvent s'inscrire sur le site pour y participer. Tout à fait. D'accord. Donc à travers la France, dans les différentes régions. Exactement, un site national et pas. On trouvait. Si c'est un site par région, c'est un peu compliqué de se dire. Alors dans cette région, il faut que je réserve sur tel site. Donc on travaille aussi main dans la main avec les offices de tourisme, les syndicats, tous les institutionnels locaux. Et ils peuvent aussi avoir l'information sur leur mobile, sur l'application iPhone et Android Mon Vigneron. Et on est en train de mettre en place la vente en ligne pour qu'ils puissent réserver et acheter leur vin directement depuis leur mobile. Mais en tout cas, maintenant, ils ont accès à tous les domaines ouverts et toutes les activités présentes autour d'eux dans un rayon de 50 km ou quelque chose comme ça. Et du coup, sur les choix des bouteilles, est-ce qu'il y a aussi des bouteilles qui viennent de l'étranger ou on est uniquement sur les régions françaises pour l'instant ? Alors, on est uniquement sur des régions françaises puisque le principe, c'est de toujours connaître le producteur derrière le vin. Donc, on ne travaille pas avec des négociants. Un peu comme Fabienne tout à l'heure, en fait. Vous êtes toutes les deux des Exactement. Vous avez besoin d'avoir un relationnel avec le producteur pour pouvoir le vendre. Donc, bien entendu, on adorerait développer Mon Vigneron en Espagne, en Italie. Il y a des choses fantastiques. Je pense que la priorité, ça va être d'abord de traduire le site en anglais pour que les anglophones puissent réserver leurs activités œnologiques directement depuis chez eux. La vente de vin est moins concernée puisque avec les taxes, tout ce qui est assises et compagnie, c'est assez compliqué de vendre beaucoup de vin à l'étranger. Mais en tout cas, tout ce qui est œnotourisme, c'est directement les anglophones qui sont quand même les premiers visés. Ouais, c'est vrai qu'ils sont friands de ce genre de choses. Exactement. L'authenticité française, la gastronomie, Alors, est-ce que justement tu remarques que dans certaines régions, le tourisme est plus ou moins développé, c'est égal un peu partout, ça bouge? Alors, totalement, puisque comme je vous le dis, j'ai vécu dans pas mal de régions, donc à chaque fois j'ai visité et j'ai observé les spécificités locales. Et Bordeaux, ça a été un peu une surprise, puisque j'ai vu que des portes fermées, mais je comprends, ça dépend des grands châteaux. Exactement, et moi j'étais vraiment habituée. C'est en train d'évoluer, ça change. Ils sont en train de s'y mettre. On a notamment Bernard Magret qui fait beaucoup de no-tourisme de luxe, qui est en train de... On a aussi beaucoup de chais faits par des architectes qui se construisent aussi. Je vois bien qu'en effet, on assiste à une ouverture. Ils ont toutes les journées portes ouvertes, etc. Ils sont en train d'essayer de... Indéniablement. Les gens du retard, après... Non, c'est pas une question de retard, c'est une question de convivialité. Alors je dis pas que les Bordelais sont pas chaleureux, hein, j'adore Bordeaux, Isabelle tu le sais bien, mais c'est les Bordelais on vous salue d'ailleurs. Oui, je les aime beaucoup, hein. Mais je parle en effet dans les domaines, ils ont moins l'habitude d'ouvrir leurs portes, il faut prendre rendez-vous. Alors après moi on travaille avec beaucoup de domaines dans le Bordelais qui ouvrent leurs portes les bras ouverts, mais en effet c'est pas encore tout à fait au même niveau que dans les autres régions qui, en effet, vraiment, je vous le dis, ça m'est arrivé plein de fois de sonner. Exactement. Ouais. Et ça, dans le Bordelais, quand je suis arrivée la première fois, ça m'a fait bizarre. J'ai fait ça se passe pas comme ça ici. Mais on comprend aisément pourquoi. Tout ça. Vous allez pas me faire tout déguster. On va passer 3 heures ensemble et puis je vais repartir avec une caisse. Mais c'est quoi le problème?
Mais voilà, on voit en effet que chacun essaye de développer les activités au domaine, y compris dans le Bordelais. Donc, on a l'exemple de la Napa Valley Sonoma où ça cartonne, où les vignerons ont vraiment développé leurs revenus via tous ces revenus-là. Donc, il n'y a pas d'autre raison. Enfin, il y a pas. C'est certain que ça va se développer beaucoup en France, et c'est le pari aussi qu'a fait Mon Vigneron, c'est d'être un des référents, en tout cas, de la prise d'information et de la réservation en ligne d'activités liées à l'œnotourisme. Et du coup, en 2 minutes pour terminer, quels seraient les conseils pour cet été, pour ceux qui n'ont pas encore, qui vont dans une région mais qui ne connaissent pas encore les activités qu'ils vont faire? Est-ce qu'il y a des choses incontournables? Les tout doux de l'été. Bon, j'ai un petit coup de cœur, je dois avouer, parce que ça allie. J'aime bien les choses dans le no-tourisme quand ça allie vin et autre chose, que ce soit de l'art ou du sport. Moi, j'aime bien vigne, vin et rando dans toute la vallée de la Loire. Ça va de Nantes à, je crois, quasiment Sancerre, sans dire de bêtises, ou au moins vers Romorantin, Blois par là. Et donc, vous avez plein de randonnées le temps d'un week-end. C'est génial parce que si on passe dans la région et qu'on est près de Romorantin, on peut s'arrêter à un très très bon hôtel qui s'appelle l'hôtel du Lion d'Or. Exactement. Ouais. Et ensuite continuer son voyage touristique. Mais c'est fantastique. Tout à fait, mais voilà, moi vigne, vin et rando, c'est très familial, c'est convivial aussi, on est avec son petit sac à dos, on traverse des vignobles, on est accueillis, voilà, donc c'est mon petit coup de cœur de l'été, c'est vigne, vin et rando en Vallée de la Loire. Super, très bien. Il y a plein d'événements partout et notre agenda du vin est assez complet dans chaque région. Il faut aller tout simplement sur monvigneron.com. Et mon-vigneron.com. Mon-vigneron.com. Et donc consulter l'agenda bien fourni et choisir ensuite qu'est-ce que vous faites cet été sur les bons conseils de Sarah Lacroix de Mon Vigneron, que nous remercions pour avoir consacré un peu de temps ce matin à Qu'est-ce qu'on fout. Merci à vous. Merci Sarah. Merci Sarah, à bientôt. Merci. On se retrouve dans un instant pour parler des coups de cœur et aussi un peu des coups de gueule de la semaine. À tout de suite. Alors, de retour parmi nous pour terminer cette émission sur quelques coups de cœur et aussi un peu des coups de gueule parce que bon, il y a un peu, il faut de tout pour faire un monde. D'abord un coup de cœur. Un coup de cœur et moi je dis. Coup de cœur qui se mange. Parce qu'il est temps de manger là quand même. Qu'est-ce qu'on fout? Pas tout ça, mais qu'est-ce qu'on fout? Alors, tu veux nous en parler un peu pendant que je prépare? Ouais, je vais vous en parler un petit peu. On a en ce moment quelque chose d'assez sympa en France qui s'appelle Philadelphia, qui est arrivé déjà un petit bout de temps, qui est donc un produit américain à la base, qui est donc un fromage à tartiner qu'on utilise un peu partout, sur des tartines, mais aussi dans des préparations, etc. Et donc là, ils ont lancé des bars éphémères, qui ont donc d'abord commencé à Paris et qui ensuite ont décidé de sillonner toute la France. Alors ils sillonnent la France pendant que Isabelle tartine. Tu as besoin du couteau peut-être? Il me faut le couteau pour tartiner. Je vais bien tartiner, mais c'est ça. Pendant je vais vous tartiner une tartine veggie. Voilà, exactement. Pendant que Isabelle nous prépare une tartine Philadelphia, parce que je vais vous parler de ce bar à tartines qui a été donc du coup ça se présente comme ça c'est du Philadelphia. C'est ce qu'on appelle le cream cheese en anglais. Exactement. Alors du coup le Philadelphia, et du coup ça sert principalement sur les tartines et bien évidemment vous connaissez également le fameux cheesecake. Et donc du coup pour ces vacances, Philadelphia a décidé de faire la tournée des villes et de pouvoir présenter ce bar à tartines et de vous faire déguster toutes les tartines. Alors je vais vous donner les quelques dates. Ma recette est un peu moins élaborée que celle qu'on trouve là-bas. Je vous le dis tout de suite. Les quelques dates du coup qui seront pour cet été. Donc le 11 juin c'était à Lille, le 13 juin c'était à Reims, il y a eu Mulhouse, il y a eu Lyon, ensuite il y a eu Marseille, il y a eu Toulouse, il y a eu Angers, il y a eu Nantes, il y a Rennes ce mardi, ensuite le 4 juillet ce sera au Mans et le 6 juillet c'est de retour à Paris avec notamment Pierre Sangboyer, donc qui est le chef que vous connaissez tous de Top
Top Chef qui sera là pour vous faire des démonstrations. Et qui a fait les recettes de... Alors, qui a fait les recettes? Il y a plusieurs chefs qui ont travaillé sur les recettes. Donc, typiquement, à Lille, c'était le chef Agnorel du restaurant Le Val d'Auge à Bondu. À Reims, c'était le chef Arnaud Lallemand du restaurant La Suette champenoise. C'est fantastique, écoute. Hyper fière. Le 20 juin, c'était à Grenoble avec le chef Stéphane Froidevaux du Fantin-Latour. Ah, génial. Très bon restaurant d'ailleurs à Grenoble. On va en parler très bientôt. C'est ça. Et du coup, ensuite à Rennes, ce sera avec le chef Julien Lameurier du restaurant gastronomique Le Coq Gadby. Alors le 4 juillet au Mans, pour ceux qui connaissent, ce sera le chef Olivier Arlot de la Chancelière à Montbazon. Et enfin, du coup, le 6 juillet, Pierre Sang du restaurant Pierre Sang in Oberkampf, avec, s'il te plaît, l'accent anglais. Et d'ailleurs, très bon restaurant aussi, contracté, on en parlera. Bon, ce qui est important aussi à savoir, c'est que du coup, du côté de Philadelphia, ils ont sorti un livre de recettes qui s'appelle Les recettes du coup Philadelphia, avec Romain Tichenko et Grégory Cuilleron, bien évidemment, parfaitement, made by Isabelle Spiry, s'il vous plaît. Ouais. Et donc du coup c'est deux recettes de ces deux chefs qui ne vous sont pas inconnus pour ceux qui sont fans de Top Chef. Et donc du coup on trouve notamment alors il y a des plats, il y a aussi des entrées, des apéritifs. Est-ce qu'il y a les cheesecakes? Alors bien évidemment il y a la recette de cheesecake, mais il y a aussi des bouchées carotte cake au cumin. Ça je pense que ça peut être pas mal. Ensuite il y a des sushis même, je vois là. Il y a California Rolls de légumes croquants, des palais de Philadelphia panés avec des tagliatelles d'asperges. Du carpaccio on ne se refuse rien chez Philadelphia. Exactement. Et on termine sur la partie dessert, typiquement par des rochers au Philadelphia avec Milka. Voilà, donc ça c'est pour la partie Philadelphia et recettes. Comment tu t'en sors avec... Elles sont pas belles, mes tartines. Alors ça se tartine super facilement, le Philadelphia. Ça qui est chouette, c'est vraiment un produit qui est facile à travailler. Donc là, on l'a tartiné, mais si vous voulez, par exemple, on aurait très bien pu aussi battre avec les petites herbes, etc. À l'apéro, c'est super sympa pour faire des dips. C'est un produit vraiment à avoir dans son placard. Exactement. Super pratique à utiliser. Et alors l'autre food truck dont on voulait vous parler, alors lui toujours, alors on reste dans les spécialités laitières, puisque c'est un food truck qui s'appelle la Marguerite du Pré. Alors Marguerite, Marguerite la vache. Comme la vache Marguerite. Et alors c'est une histoire un peu jolie comme on les aime, enfin un peu pas que un peu, beaucoup jolie. C'est donc du coup une ancienne américaine, enfin qui a passé du temps, une française qui a passé du temps aux États-Unis, qui s'appelle Sophie, donc on le voit là sur la vidéo, qui est tombée folle amoureuse du frozen yogurt, comme on dit, et qui du coup a décidé de se mettre dans l'aventure et de lancer son propre food truck, comme c'est la mode en ce moment, mais sur les yaourts glacés. Donc du coup elle propose différentes recettes, que ce soit que ce soit le yaourt glacé nature, mais aussi au thé vert, au chocolat, à la vanille. Et donc du coup ça se balade un peu dans Paris. Il va y en avoir 2 si je ne m'abuse. Ils seront également présents à Nîmes, à Marseille, donc dans le sud de la France, à Toulouse, je crois. Partout. Et on peut déguster partout. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, elle travaille en fait donc du coup avec une ferme qui se situe dans la Normandie, et donc du coup avec des vaches. Donc une a été nommée Marguerite et l'autre Dupré, d'où Marguerite Dupré. Le food truck est sur la partie, et sur une vieille Citroën. Est-ce qu'il y a la photo de la vache ou pas? Non, il n'y a pas la photo de la vache encore. La prochaine fois, je promets, je la ramène dans le studio. Ça serait sympa, ouais. Voilà. Donc c'est le food truck à suivre cet été, quand la météo et les 35 degrés seront de retour. Qu'on boira du rosé et qu'on prendra l'apéro non-stop. Exactement, et que du coup on ira se rafraîchir avec du yaourt glacé. Voilà, donc ça c'était pour la partie food truck et les petits coups de cœur. Mais il y a encore un autre petit coup de cœur qui se passe cette fois en Provence. En Provence. Décidément, on avait 2 charmantes jeunes filles de Provence, et on continue avec un événement en Provence. Oui, avec le 21e festival de la gastronomie provençale qui se situe à Château-le-Rouge. Alors pour la petite histoire, ça s'appelle Château-le-Rouge parce que dans cette partie-là de la France et de la Provence, il y a surtout un sable qui est très rouge ocre, et les pierres du château sont aussi lui aussi rouge. Et donc du coup, ce festival ça dure une journée, donc c'est le dimanche de la semaine prochaine,
avec au programme le dimanche 7 juillet, avec au programme donc de 11h à 11h30, donc l'inauguration du festival, de 11h30 à 18h, donc il y a tout l'espace dégustation qui sera ouvert avec différents chefs, différents producteurs, et ensuite de 13h à 14h30, donc il y a le déjeuner des chefs et des différents élus locaux. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette année, le chef qui est mis à l'honneur, c'est Christophe Baquier, qui a été le meilleur ouvrier de France en 2004, qui a été grand chef relais et château, et chef à l'hôtel du Castellet, qui est un restaurant 2 étoiles. Alors, l'intérêt de ce festival aussi, c'est qu'il travaille beaucoup sur les valeurs. À la fois, donc du coup, tous les produits doivent venir de la région. Il y a une qualité qui est vraiment apportée aux différents produits, aux différents ingrédients. Voilà. Finalement, c'est vrai que la région Provence, on connaît, on parle souvent de ses rosés au niveau des vins. Au niveau de la gastronomie, on n'en parle pas assez. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de produits de la mer, etc. Voilà. Et puis beaucoup de saveurs aussi, parce qu'ils utilisent aussi bien l'huile que les olives, que les herbes, beaucoup d'herbes. Et donc ça va être très très savoureux. Ça. Ouais, les produits du Sud, on adore. Ouais, c'est vraiment des produits gourmands. Et donc le festival est gratuit, et à l'entrée, on peut acheter des coupons de 1 ou 2 euros pour ensuite pouvoir aller déguster les différents festival où on mange. Les différents plats, exactement. Enfin. Un petit coup de gueule pour finir. Un petit coup de gueule, tout à fait. Des scandales alimentaires, on en a eu quelques-uns ces derniers temps. Il y a eu le cheval, là, il n'y a pas très longtemps. La vache, dans les tu veux lasagnes. dire ? Le cheval dans les lasagnes. Le cheval ou la vache, du coup on hésite. J'ai dit la cheval. Non, t'as dit le cheval, mais Alors. Du coup je te dis la vache, le bœuf, on sait voilà. plus, tu sais. Bon, vache, cheval, veau, mouton, vous avez compris, tout ça. ça est très compliqué. Et là, alors que ça fait des années qu'on nous bassine avec les poissons gras, qu'il faut manger du saumon parce que c'est bourré d'oméga 3 et que c'est fantastique, et manger du saumon, soudainement, on comprend pas pourquoi. Eh bien non, il faut arrêter de manger du saumon. La Norvège a discrètement alerté sa population comme quoi, en fait, manger du saumon matin, midi et soir tous les jours, c'était pas une bonne idée, que c'était notamment dangereux pour les enfants et pour les femmes enceintes. Et donc ras-le-bol, quoi, coup de gueule, parce que on en a marre de un jour on nous dit qu'il faut faire ça, le lendemain faut arrêter. Enfin, donc on n'a qu'une seule chose, un seul message à faire passer, c'est qu'il faut manger de tout et en variant et sans abuser d'un produit ou d'un autre, et tout se passera bien. Qu'il y ait du saumon 2 ou 3 fois par semaine, bon, une semaine, mais pas la semaine suivante. Bref, tout est question d'équilibre. Exactement. Voilà. Et justement, on a décidé que pour terminer sur une note positive, on allait vous emmener en Espagne pour finir cette émission aux couleurs du soleil, aux couleurs du... On vous a dégoté une vidéo caliente qui s'appelle Gazpacho. C'est parti. Gazpacho, ça envoie. Gazpacho, gazpacho. Si quieres un plato elegante y muy refrescante, prepara gazpacho. Yo te explico cómo se hace. ¡Vamos, nena, que me quítate las manos! ¡Al rico gazpacho! ¡Al rico gazpacho! ¡Pepino neuro, pepino español! Tomates maduros, bien hermosos y muy jugosos. El pimiento rojo y verde, un pepino y de ajo un diente. Ponle cebolla, solo el corazón y algo de pan duro del día anterior. Aceite de oliva y un poco de sal y en 20 minutos te lo puedes jalar. Typical Spanish, typical Spanish, typical Spanish y cuesta muy poco money. Typical Spanish, typical Spanish, typical Spanish y cuesta muy poco money. Gazpacho, gazpacho. Pon en remojo las rebanadas de pan del día anterior. Con el vinagre y con el aceite lo podrás cortar mejor. Y un poco de sal no debe faltar para que el gazpacho esté sensacional. Tienes que pelar, luego trocear tomate, pepino, cebolla y lo demás. Y ahora metemos todo esto en la batidora. Con agua se bate y añadimos también vinagre. Typical Spanish,
Spanish, typical Spanish, typical Spanish y cuesta muy poco money. Typical Spanish, typical Spanish, typical Spanish y cuesta muy poco money. Gazpacho, gazpacho. Para quitar la piel del pimiento usamos el pasapuré, porque se intenta pelarlo fresco, es muy difícil de hacer. Ponle guarnición, pepino cortado y unos cuadraditos de pan tostado. Pimiento también, cebolla quizá, eso lo decide el comensal. ¿Cómo cocina la obra? ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Calor! Typical Spanish, typical Spanish, typical Spanish y cuesta muy poco money. Typical Spanish, typical Spanish, typical Spanish y cuesta muy poco money. Gazpacho, gazpacho. Qu'est-ce qu'on food maintenant? Bah écoute, je pense que c'est l'heure de manger. Ouais. On y va? Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine. C'est bon le Philadelphia. C'est bon le Philadelphia. N'oubliez pas de nous suivre sur Twitter @qu'est-ce qu'on food et sur le hashtag qu'est-ce qu'on food qui se situe avec en un bas K. de Ouais, votre c'est écrit écran. en bas à droite. Exactement. Merci beaucoup à tous. Et à la semaine prochaine. Et à la semaine prochaine. Au revoir. Ciao.